Voilà, bonjour, bonjour à tous et à chacun. C'est vrai que j'ai déjà salué un certain nombre de personnes ce matin en arrivant. Peut-être que vous-même êtes en train de saluer les uns et les autres qui sont assis à votre table. Et je crois que c'est bien qu'on puisse se dire bonjour dans ce lieu. Monsieur Lafont, tout à l'heure, Guylain ouvrait les entretiens de Valpré de manière originale en invitant à partager, à échanger entre nous, et c'est ce que nous allons faire toute la journée. Je suis heureux comme provincial des Assomptionnistes de vous accueillir dans cette maison de Valpré. Valpré, sans doute que vous connaissez Valpré au moins par les entretiens de Valpré, peut-être que vous utilisez cette maison pour des séminaires aussi. L'actualité de Valpré cette semaine, c'est la bénédiction de la ferme. Sans doute que ça ne dit pas grand-chose à beaucoup d'entre vous, mais la communauté des religieux n'habite plus dans cet immeuble, ce qui a libéré des chambres pour accueillir davantage de monde pour des séminaires professionnels ou confessionnels. Et puis la communauté a déménagé au fond du parc, dans une vieille ferme qui a été aménagée, avec un triple projet, celui d'un foyer d'étudiants, pour des étudiants qui veulent vivre en proximité avec une communauté religieuse, et puis vivre quelque chose peut-être à l'année de ce que nous avons la chance de vivre pendant les entretiens de Valpré. Un gîte pour permettre d'accueillir aussi des groupes de jeunes qui viennent ici et qui n'ont pas toujours le budget qu'il faut pour avoir des chambres comme nous en avons aussi dans cette maison. Et puis le lieu de vie de la communauté. Une communauté d'irreligieux dont beaucoup sont en formation, viennent d'Asie, d'Europe ou d'Afrique, et dont le supérieur est le jeune père là-bas, le père Jean-Luc Eckert, voilà, que vous repérez à sa veste blanche, si vous avez envie de parler avec lui, ou si vous avez envie de dénoncer l'un ou l'autre étudiant qui est encore en train de chercher une chambre. Il en reste au foyer. Le cardinal Barbarin est venu avant-hier soir, dimanche, pour bénir cette maison de vie, à côté de Valpré, mais tout en étant à Valpré, dans le parc de Valpré. Voilà, à chacun je souhaite de bons entretiens de Valpré, avec une liberté de parole, une liberté d'écoute aussi, parce que c'est aussi l'écoute qui nous fera grandir les uns les autres, et je laisse Guylain Lafont vous donner davantage d'éléments sur la suite. Merci Benoît. Quelques points pratiques. Il faut savoir que la chaîne de télévision catholique KTO nous enregistre, donc nous allons sortir de Valpré, au-delà des murs de Valpré. Et je voudrais beaucoup les remercier d'être partenaires avec nous depuis de nombreuses années. RCF, donc, qui était radio chrétienne francophone, nous enregistrera aussi ce soir et nous serons diffusés en national avec à peu près 10 minutes de décalage. Nous avons également Radio Notre-Dame qui nous diffuse. Et nous avons toute la presse chrétienne qui est bien représentée, toutes les publications de Bayard, avec La Croix, avec Pèlerin. Je pense aussi à Famille chrétienne qui nous suit. Et puis je dirais, tous les supports qui aujourd'hui ne sont pas encore avec nous seront bienvenus dans les années à venir. Car il faut que les entretiens de Valpré soient, comme nous le disions ce matin, à l'introduction, finalement, un chemin vers l'amitié sociale. J'étais assez touché de cette parole du pape François dans sa dernière encyclique. Alors moi, je voudrais remercier aussi Challenge. Challenge et La Croix, puisque Challenge est représenté par Pierre-Henri de Menton, qui est donc le directeur de la rédaction de ce magazine, avec lequel, donc, j'espère, nous allons commencer une longue route. Et puis Séverin Husson, qui est également au journal La Croix et qui donc nous fait le plaisir de co-animer avec Pierre-Henri cette table ronde importante. Alors je voudrais vous donner plusieurs mots pendant cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Vous avez vu le plateau. Vous avez vu les personnalités représentées. Ici, on parle vrai. On parle de façon authentique. Il n'y a aucun tabou. Toutes les questions seront posées, en espérant bien évidemment les réponses attendues. Nous avons du temps et tout le temps. Nous ne sommes pas sur BFM TV, j'ai rien contre BFM TV, iTélé, où nous avons en général 3 minutes 50 quand on prend la parole. Là, nous allons aller au fond, car il faut que chacun d'entre nous sortions transformés de cette journée pour être les porteurs de la paix. Car c'est ça qui nous importe.
dans un pays qui est fragmenté et qui est l'objet quand même d'une certaine explosion. Or, il n'y a pas de fatalité, puisque l'espérance chrétienne nous cheville au corps. Donc, bienvenue. Je vais repasser le micro au Père provincial pour lui demander de bénir le repas. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les bienfaits que tu nous donnes de partager ensemble, pour les échanges qui vont nourrir aussi notre repas. Reste avec nous au long de ce jour, nous te le demandons. À toi le vivant, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Bon appétit à tous et à chacun. Bonjour à tous. Merci Guylain Lafont pour ces mots d'introduction. Écoutez, moi je me réjouis de vous voir aussi nombreux parce que le message qui nous a été passé par Guylain, c'est de renverser la table sur cette question de la morale dans les affaires. Et donc je crois que voilà, nous avons besoin de vous pour remplir cette mission et répondre donc à cette question, la morale dans les affaires, un vœu pieux. Alors, 2 mots d'organisation avant de présenter brièvement les interlocuteurs. On va discuter une trentaine de minutes en faisant un premier tour de table avec chacun des 3 intervenants. Puis nous nous arrêterons pour venir déjeuner avec vous afin de faire remonter les questions, de discuter et de susciter un peu le débat au sein de chaque table. Et ensuite, nous reviendrons ici pour une deuxième partie de table ronde. Voilà, donc on aura tout le temps de déjeuner pendant grosso modo une demi-heure à l'issue de cette première partie de discussion. Deuxième petit point, Valpré a innové cette année en vous proposant de poser vos propres questions aux intervenants via un numéro d'SMS qui devait s'afficher ici, mais qui ne s'affiche pas, mais qui est, je crois, inscrit sur votre... Si. Ah oui, voilà. Voilà, donc il s'affiche ici. Donc vous pouvez poser toutes les questions. Numéro non surtaxé. Voilà, numéro non surtaxé. Les questions peuvent être anonymes si vous le souhaitez. Et elles arriveront ici, sur un écran ici. Et donc nous pourrons relayer toutes vos questions. Voilà, on le fera sans doute dans la deuxième partie du débat. Alors, je vais présenter rapidement nos 3 intervenants. Je vais commencer par Sarah Dufour, qui a créé il y a une dizaine d'années une entreprise qui s'appelle Cyclopolitain, qui se présente comme le leader français ou même européen du transport de passagers par vélo, triporteur. Voilà. Donc ils construisent ces cyclopolitains, enfin ils font construire, et ils les exploitent dans quelques villes en France et peut-être même avec des projets en Europe. Voilà, vous pourrez nous dire, alors vous avez l'image d'une entreprise... jeune, dynamique, écologique. Donc voilà, toute l'image de plein de vertus. Vous pourrez nous dire si c'est pas trop lourd à porter et si au sein de l'entreprise, comment vous faites vivre cette question de la morale. Nous avons également René Ricol, qui dirige l'un des plus grands, ou si ce n'est le plus grand cabinet d'expertise comptable et financière de Paris. Vous avez été également au commissaire à l'investissement, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc vous avez un poste tout à fait stratégique pour observer à travers les comptes des entreprises, pour observer ce qui se passe dans les entreprises et dans le monde des affaires. Vous pourrez nous dire à travers ce poste-là, voilà, quel changement vous avez pu percevoir sur la durée et est-ce que voilà, comment s'exprime cette question de la morale. Et enfin, Loïc Le Floch-Prigent, vous avez dirigé 4 des très grandes entreprises nationales françaises, Rhône Poulenc, je ne vais peut-être pas les dire dans l'ordre, Elf, Gaz de France et la SNCF. Alors, pour vous présenter, j'avais sélectionné un petit passage dans votre livre, pardonnez-moi s'il est un peu provocateur, mais donc vous disiez, dans votre livre, vous rappelez que vous avez fait 3 séjours en prison, en France, plus un au Togo, que vous avez été soumis à 3 ou 4 procédures judiciaires et que tout ça a duré pendant en gros une petite vingtaine d'années. Voilà, donc vous pourrez vous exprimer évidemment sur ces questions-là, sur la question de la légalité, de la moralité. Voilà.
Je passe la parole à Pierre-Henri pour lancer le sujet. Oui, alors merci Séverin. Donc nous, alors Guilain parlait de tous ces médias chrétiens. Nous ne sommes pas un média chrétien, mais nous partageons des valeurs naturellement avec les chrétiens, dont une qui est très importante pour nous, qui est l'optimisme, on dirait l'espérance. C'est vrai que on a ça chevillé au corps, on est pour le progrès, pour que les choses avancent. On n'a jamais mis le mot peur en une de notre magazine. On a mis le mot crise une seule fois pour dire qu'elle était finie fin 2008, donc on l'a regretté. Mais voilà, donc on est sur, je ne sais pas si c'est moral ou pas, mais en tout cas on est sur, c'est notre seule ligne rédactionnelle, c'est ça, c'est de faire avancer les choses. Et je pense que ces terrains de l'éthique, de la morale, de la justice, qui c'est peut-être un petit peu différent, ces trois termes d'ailleurs, nous permettent aussi d'avancer. Alors, on n'est pas chrétien, mais on réfléchit quand même. On a un philosophe chez nous qui s'appelle André Comte-Sponville, qui est complètement immergé dans le monde de l'entreprise, puisqu'il a démissionné de la faculté pour ne faire plus que ça, et réfléchir à ces questions. Alors je voulais juste vous soumettre bien modestement ce que pense notre grand penseur éditorialiste de ces sujets, et ça va ouvrir tout de suite le débat. Il a écrit un livre donc, qui s'appelle « Le capitalisme est-il moral ?» Et la réponse, alors il y a un constat et une réponse. Le constat, c'est qu'il y a une évolution de ces questions. Lui, il repère trois phases depuis les années 60. Une première phase, on va dire génération 68, qui est une phase très politique, où on se base sur ce qui est juste contre ce qui est injuste. Et donc on a des systèmes parfois un peu idéologiques qui apportent des réponses à ça. Une deuxième phase qui est une génération morale, on va dire, sans les mettre dans le même sac, SOS Racisme et Abbé Pierre, avec ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et une troisième phase, donc on est en 94, hein, il l'avait déjà décelé, qui est une phase spirituelle où on distingue ce qui fait du sens et ce qui n'en fait pas. Et ces débats, ces trois sujets, ils tournent autour de la morale et de l'éthique. Après, on ne va pas rentrer dans les définitions des termes, hein, parce que c'est le boulot des philosophes et théologiens. Ici, on va plutôt être les mains dans le cambouis, dans le pétrole, dans les vélos, pour voir tous les jours comment on fait pour avoir une certaine cohérence en tant que dirigeant d'entreprise et en tant que faire vivre dans une communauté qu'est l'entreprise une certaine morale, une certaine éthique, une certaine justice, avec donc le présupposé d'André Comte-Sponville, c'est que le capitalisme, à la réponse au capitalisme est-il moral, il répond il n'est ni moral ni immoral, il est amoral, c'est-à-dire qu'on est complètement dans une autre sphère. Alors, je voulais peut-être donner la parole à Loïc Le Floch pour le remercier d'être ici, parce que c'est une certaine forme de courage. Loïc n'est pas, à payer sa dette à la société. Il a, dans son livre, qui est tout à fait remarquable et que vous pourrez faire dédicacer cet après-midi, je crois, il y a une petite phrase. Je voudrais que peut-être qu'on démarre là-dessus et puis tout de suite faire réagir, après faire un petit tour de table. Chaque chef d'entreprise est prêt à faire un petit sacrifice si c'est pour le bien de son entreprise. Pas vu, pas pris, c'est tout. Alors, Loïc Le Floch. Oui, je rebondis sur ce que vous dites en disant que, effectivement, pour moi, il y a deux univers, l'univers de la morale et l'univers des affaires, et que j'ai jamais vu ces deux univers réagir l'un contre l'autre. C'est deux univers différents. Bon. Alors, ce qui n'empêche pas, donc, si jamais les gens font des affaires, ce n'est pas forcément moral. Et il n'y a pas de raison que ça le soit, parce que c'est deux univers différents. Alors par contre, le chef d'entreprise, lui, peut avoir son éthique, sa morale, en disant, voilà, moi, en ce qui me concerne, vis-à-vis de la société, voilà ce que je fais et que je ne fais pas. Bon. Et là, disons que ma réponse à moi, c'est de dire, je suis chef d'entreprise, enfin j'étais,
j'ai la responsabilité de personnel, c'est ma première responsabilité, et je dois essayer de garder le maximum de personnel et même de développer l'emploi, c'est ma responsabilité, et que mon personnel s'épanouisse. Alors c'est l'intérêt du personnel, c'est l'intérêt de l'entreprise, parce que l'entreprise marche grâce à son personnel, à sa technicité et à ses compétences. Et une fois que j'ai fait ça, si jamais il faut que je fasse des choses qui sont dans l'intérêt de l'entreprise, dans l'intérêt de son personnel et qui ne sont pas totalement morales, eh bien, je me sens tout à fait disposé à les faire, et je les fais et je ne le regrette pas. C'est-à-dire que les 4 entreprises que j'ai dirigées, Rhône-Poulenc, Elf-Aquitaine, Gaz de France et la SNCF, ont été dirigées de façon à faire en sorte que le personnel, le maximum, soit conservé et même développé, comme ça a été le cas en particulier chez Elf-Aquitaine, et ceci pour le bien à la fois de la société que je dirigeais et pour le bien du pays, puisque globalement on peut considérer que ce qui était bon pour ces 4 sociétés n'était pas mauvais pour le pays. Voilà. Voilà alors. De façon assez claire, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est moral d'agir dans l'intérêt de la communauté que représente l'entreprise. En plus, c'est des entreprises publiques, donc ça tombe bien, on peut dire aussi que c'est l'intérêt général. C'est ça revient, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, mais pas vu, pas pris, donc ça pose tout de suite la question de la légalité. Il y a 2 mondes. C'est encore un 3e monde. Voilà, hein, il y a la légalité, la morale. Est-ce qu'on peut être moral en faisant les choses illégales ou faire des choses légales tout en étant immoral? Alors, Sarah, vous avez une petite idée là-dessus, parce que vous vous attaquez, on va dire, c'est la mode en ce moment, vous êtes, comme beaucoup de start-up, vous attaquez à certaines professions réglementées, donc où la loi impose un certain nombre de choses dans un certain nombre de secteurs, et on voit toutes ces jeunes pousses qui sont en train de mordre les mollets de ces professions réglementées. Donc, est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est pas moral? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Tout à fait. C'est vrai que c'est la première chose qui m'est venue à l'idée quand on a parlé de cette thématique du débat autour de la moralité dans les affaires. Nous, on est dans un monde de start-up. Notre focalisation, c'est de créer de la valeur. Et aujourd'hui, dans un monde où il y a beaucoup de choses qui ont été faites, où il y a beaucoup de groupes qui sont installés, beaucoup de secteurs qui sont noyautés, la technologie a mis en place, a permis de créer des opportunités importantes qui souvent vont se loger dans des interstices de la loi. On voit par exemple des groupes comme Airbnb, des groupes comme Uber pour les taxis, des groupes comme même toutes les sociétés qui font du crowdfunding, toutes ces startups Internet qui sont en train de révolutionner le monde des affaires aussi, elles ont créé leurs opportunités de marché un petit peu hors cadre dans la loi. Elles font aujourd'hui évoluer la loi, c'est-à-dire qu'en voyant qu'il y a un phénomène comme ça qui fonctionne, les législateurs se disent effectivement, les VTC, il faut faire quelque chose, il faut faire évoluer la loi pour accueillir ces sociétés. Et forcément, quand on innove, on doit être hors cadre et parfois, on peut être un tout petit peu en marge de la légalité, mais c'est pour le bien de la société, puisque finalement, la société reconnaît ces solutions par la suite. Quel regard vous portez, vous, sur ce que vient de dire Sarah, René Ricol? C'est-à-dire que vous, en tant qu'observateur et que vous tamponnez les comptes des entreprises, vous les étudiez, vous les regardez, éventuellement vous les redressez. Est-ce que ça vous fait réagir, le fait de se mettre dans les interstices de la loi? Derrière également ce que dit Sarah, on comprend qu'il y a une affaire de temps. Elle est confrontée, il faut qu'elle se fasse une place ou que son entreprise se fasse une place sur le marché, donc elle veut aller vite. Peut-être quitte à, je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites de ça? Non, mais d'abord, moi, je voudrais pas déconnecter la morale de l'engagement chrétien, parce que je ne sais pas bien faire autrement, voilà. Et être chrétien, si je peux commencer par ça, c'est à la fois une chance formidable, parce que c'est un ensemble de garde-fous dans la vie de tous les jours. Et puis c'est un inconvénient formidable, parce que c'est difficile, parce qu'en réalité, voilà, si on lit l'Évangile, on est plutôt tenté d'aller vers une égalité absolue. Voilà.
Et donc c'est compliqué. Alors j'y reviendrai après parce que je crois que c'est un vrai sujet, parce qu'il faut bien avoir un référent. Il y a une doctrine sociale de l'Église, on l'oublie souvent, elle est assez contraignante. Pas ici, hein, on a eu toute la matinée. Voilà, mais elle est assez contraignante, elle est assez, même très contraignante, et on n'est jamais sûr de l'atteindre complètement, mais je crois qu'il faut un guide référent. Et donc moi je répondrai à ce qu'a dit ma voisine en me référant à la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire que la vraie question, c'est est-ce que, dans ce que vous faites, et qui peut aller atteindre certains monopoles dont personne ne mourra parce que les monopoles sont faits pour évoluer. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, n'ont pas grand intérêt dans la vie de tous les jours. Et on le voit bien. La question, c'est pas est-ce que vous attaquez ces monopoles, parce que sur le fond, aujourd'hui, le monde va dans votre sens, dans celui de la libéralisation, dans la sortie des monopoles. On voit bien les pressions européennes, les débats qu'il y a aujourd'hui en France sur les pressions réglementées. Donc, que vous partiez, on oublie que des très grandes réussites, je pense par exemple à des groupes comme Yves Rocher, se sont faits contre le monopole des laboratoires et des pharmaciens. Et puis aujourd'hui, plus personne ne le discuterait. Et c'est vrai que pour faire une pommade pour la peau, il ne faut pas forcément la délivrer dans une officine pharmaceutique. Donc tout ça peut se discuter. La question qui se pose, c'est est-ce que ce que vous faites, est-ce que d'abord c'est transparent? Une question claire, est-ce que c'est transparent? Parce que si ce n'est pas transparent, c'est autre chose. Là, on peut commencer à atteindre. Deuxièmement, est-ce que c'est l'exploitation d'individus dans des conditions inacceptables? Parce qu'on n'est pas très loin là, vous êtes à la limite de certaines activités qui peuvent être de l'exploitation. Où est-ce que sont produits ces vélos? Dans quelles conditions? Avec qui? C'est ça pour moi les vraies questions. Après, Éric de Montgolfier ne me trahira pas, je veux dire... la loi, c'est à un instant T la photographie, en quelque sorte, d'un pacte social. Et puis la loi, elle évolue, elle se met au goût du jour, c'est exactement comme la langue française. Donc, ma vraie question, c'est pas ce que vous êtes dans les interstices ou pas, c'est plutôt ailleurs, la morale. J'ai dit le mot transparence, je voudrais juste m'arrêter une seconde, parce que, vraiment, nous sommes dans une société, là je vais parler de la France, qui a un côté schizophrène. La transparence, elle est partout. Aujourd'hui, on peut connaître la rémunération de tout dirigeant d'entreprise. On peut connaître la rémunération de toute femme et de tout homme politique. L'État, son patrimoine. La transparence, c'est mon métier, c'est dans les comptes, on doit tout dire. Des fois, c'est même contraire à l'intérêt de la société de tout dire, parce qu'on informe le concurrent, mais on doit tout dire. On est dans la transparence totale. Et puis, il y a un lieu, et j'en parle à Lyon volontairement, et encore plus qu'ailleurs, il y a un lieu de non-transparence, qui est le fait qu'un ensemble de gens qu'on côtoie tous les jours, dans la justice, dans la médecine, dans le business, chez vos compétiteurs, dans ceux qui vont décider d'appel d'offres, appartiennent de manière secrète à la maçonnerie. Je voudrais mettre ce débat tout de suite au milieu de la table. Ce n'est pas la première fois que je le fais, mais je vais le refaire, parce que c'est un côté anachronique. Et la France est un des derniers pays au monde dans lequel ce secret est préservé dans ces conditions-là. Il ne s'agit pas pour moi de remettre en cause le fait que beaucoup de femmes et d'hommes peuvent trouver un équilibre personnel de réflexion, d'épanouissement dans la maçonnerie. C'est le fait qu'il y ait une interaction liée au secret d'appartenance. Si nous, les chrétiens, qui d'ailleurs sommes peut-être trop silencieux, on doit peut-être plus afficher notre identité chrétienne. D'abord, ça nous contraindrait à être plus exemplaires. Mais on ne se cache pas. Et vous avez là un ensemble de faits concrets, on en parlait tout à l'heure. Je peux citer aujourd'hui, là, si vous me donnez une demi-heure, 100 exemples concrets de business de tous les jours où j'ai vu s'impacter le phénomène de maçonnerie. On parle chambre de commerce, on parle tribunaux de commerce, on parle de choses concrètes de la vie. Et on a besoin de savoir et d'être sûr. Avant de parler de morale, on a besoin d'être sûr que c'est transparent. Parce qu'autrement, on juge sur rien, on se prononce sur rien. Et quand il y a un appel d'offres, on n'est pas sûr que les conditions de l'appel d'offres soient réunies. Je rajoute que, et là encore à Lyon, c'est un exemple, quand les gens reconnaissent ou annoncent ou sont transparents, ça ne nuit en rien à leur carrière. J'observe que le maire de Lyon a lui-même disclosé son appartenance à la maçonnerie, ça n'a pas empêché d'être élu, réélu, réélu. Donc ça veut dire qu'on peut le faire. Et je recommande qu'on mette ce point central, parce que parler de la morale dans les affaires, si on n'a pas la transparence, je ne vois pas bien comment on va faire. S'il y a une partie des choses qui restent secrètes, je ne vois pas bien de quoi on va parler. Voilà, je voulais le dire parce que c'est à mon avis
le préalable pour qu'on puisse avancer. Alors, le préalable, c'est la transparence. En 3 minutes, René Ricol a lancé Bien, une multitude alors- de sujets. Juste Alors un mot. moi, je suis... Juste un mot, pardon, sur lequel il faudra revenir. Le fait d'être chrétien, qui est important, les réseaux et la transparence. Mais voilà, je voulais rappeler ces 3 sujets-là et je vous donne la parole. Alors, première chose, effectivement, je considère que dans les entreprises que j'ai dirigées, je n'ai pas été transparent à juste titre pour permettre de développer le business. Donc, effectivement, le jour où vous aurez en particulier un pétrolier qui sera transparent, en principe, il mettra la clé sous la porte quelques heures après avoir commencé le business. On ne peut pas faire une entreprise hospitalière en étant transparent. Alors, on peut, dans d'autres business, le faire. Mais dans les business que j'ai dirigés, je ne vois pas comment c'est possible. Par conséquent, si jamais on veut faire rentrer la morale par la transparence, comme on ne peut pas être transparent, la morale ne rentre pas, et c'est effectivement le cas du pétrole. Le jour où, dans le monde dans lequel j'ai vécu et dans lequel je continue à vivre, on mettra la transparence, eh bien, les poules auront des dents et bien d'autres choses encore. Deuxième chose, en ce qui concerne les réseaux. Alors, René vient de développer le réseau franc-maçon. Moi, je reconnais qu'il existe ce réseau franc-maçon en Afrique, puissance 15, et que tous les chefs d'État africains sont francs-maçons. Sans ça, ils ne sont pas chefs d'État. Et ensuite, ils continuent. Donc, j'ai vécu de l'extérieur cette espèce de bêtise absolue. Bon. Mais les réseaux qui ont eu ma peau, ce n'est pas ceux-là. Et ceux-là, je ne sais pas s'ils sont transparents ou pas, mais je veux dire qu'ils fonctionnent. C'est l'inspection des finances et le gérant des mines. Alors ceux-là, ils sont compétents, affirmés, et ils considèrent que je suis légitime depuis le départ. C'est pour ça que mon livre s'appelle Le Mouton Noir, c'est que l'inspection des finances et le gérant des mines venaient voir Mitterrand en disant, mais alors celui-là, il faut vraiment le virer, oui, parce qu'il n'est pas légitime, c'est incroyable qu'il soit président de Rhône-Poulenc, vous le maintenez à président de Rhône-Poulenc, c'est pas possible. Et donc, Mitterrand a fini par m'appeler le mouton noir à cause de ça, à cause des réseaux qui n'arrêtaient pas de lui demander ma tête. Et dès que Mitterrand est mort, je savais que j'allais en prison, et c'est ce qui s'est passé. Merci. Alors, merci beaucoup. Ça a démarré assez fort. On va avoir des sujets de conversation pour le déjeuner grâce à René Ricol. Et... Je remarque simplement sur le fait de la transparence que je n'ai pas d'applaudissement, donc ça doit marcher. Alors que René, il a d'applaudissement. Bon. Je suis transparent, vive la... Non, il va répondre. Vous m'avez pas applaudi, vous avez raison. Juste, hein. Je suis immoral. Moi, je constate en tant que juriste économique qu'effectivement, on regarde tous les rapports annuels où il y a les rémunérations des dirigeants depuis quelques années, hein, puisqu'il y a un certain nombre de lois qui ont été prises, etc. Et on constate aussi que plus c'est transparent, plus les dirigeants du CAC 40 s'augmentent. Hein. C'est-à-dire que jamais les salaires n'ont été aussi élevés. À partir du moment où on a soulevé le couvercle, où tout le monde pouvait regarder, il y a une sorte d'inflation des salaires. Donc là aussi... les bonnes intentions peuvent aussi peut-être arriver à des effets un petit peu contraires à ceux qu'on aurait pu imaginer. Je voudrais que Sarah réagisse. Alors, de quel réseau fait partie Sarah? Est-ce qu'il y a des réseaux, c'est très important chez les start-upers aussi, les réseaux. Est-ce qu'il y a... que vous avez voulu traiter, j'ai bonne conscience du fait d'avoir développé les 4 entreprises que j'ai dirigées de façon à ce que, du point de vue industriel et du point de vue épanouissement personnel des individus, ceci soit réalisé. Et j'ai d'autant meilleure conscience encore que les gens qui ont été sous mes ordres viennent me le dire en disant « on regrette que vous soyez parti ». Donc il doit y avoir quelque chose de vrai quelque part. Bon. Donc, à quoi sert la justice, en l'occurrence, à quoi a servi la justice? Pour moi, hein, elle a servi à ce que les acteurs des finances et les acteurs des mines prennent la direction des grandes entreprises françaises, avec l'aide de l'État, augmentent leurs salaires de manière extrêmement importante et foutent en l'air l'ensemble de notre appareil industriel. Voilà, en l'occurrence, ce qui a été, pour moi, la façon dont mon cas, effectivement caricaturé par René tout à l'heure,
la façon dont les choses se sont passées. On a dit on apprend un bouc émissaire et maintenant il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, nous pouvons rire ensemble. Et rire ensemble, c'est mettre des experts des finances et des ingénieurs des mines à la tête de l'entreprise. Nous sommes légitimes, nous sommes les plus intelligents parce qu'à 20 ans on a passé les concours qu'il fallait et maintenant on va diriger l'entreprise à satisfaction générale. Et en fin de compte, on a oublié l'intérêt général. Par contre, l'intérêt particulier des individus, ça, il n'a pas été oublié. Et vous en avez l'illustration tous les jours. Parce que ce que dit René, c'est que, certes, un certain nombre d'entreprises déménagent, mais elles déménagent d'abord leurs dirigeants, qui, fiscalement, échappent à la fiscalité française, parce que c'est quand même mieux. Hein, comme vous le savez, c'est pas terrible aujourd'hui. Alors, René Ricol et Bouillet, là, ils voulaient réagir, mais alors... voilà. Et puis on va laisser Sarah conclure, ça m'intéresserait de savoir quelle est sa vision voilà, de ces mondes, des inspecteurs des finances, des grands complots, de justice imparfaite. J'aimerais bien avoir un peu ce que vous avez retenu de ces différents témoignages. Et puis on va aller ensuite prendre notre dessert, notre café. René. Non mais, moi on est passé sur une vision plus personnelle. Je ne veux pas laisser passer parce que j'essaie de... Une partie de ce que vient de dire Loïc. Je pense qu'il était bouc émissaire d'un ensemble de pratiques. J'aurais adoré qu'il réponde à Eric. Je n'accepterai pas n'importe quoi que me demandera le chef de l'État. Voilà, c'est ça ce que j'aurais aimé que tu répondes, tu vois. Si tu avais répondu ça m'aurait fait plaisir, parce que sur le fond, ça aurait été la bonne réponse à faire à Eric. C'est « je n'accepterai plus, ayant compris, tout ce que me demande le chef de l'État ». Et si tous... Je ne suis pas sûr d'avoir envie de cette réponse. Oui, mais moi j'aurais aimé que tu la fasses. Voilà, mais moi j'aurais aimé que tu la fasses, parce que je pense que ça pourrait rendre service à d'autres qui pourraient aussi décider de ne pas toujours faire ce que dit le chef de l'État. 2, je voudrais dire assez simplement que je comprends ton irritation à l'égard des grands corps, je ne la partage pas. Et je voudrais dire la vérité assez simple, parce que c'est plus simple. Ce qu'il y a de vrai dans ce que tu dis, pour dire les choses simplement ici, où ta venue, qui est une chance, comme le dit Eric, mais n'est pas passée tout à fait toute seule. Je voudrais dire une chose, c'est que j'ai bien connu ton successeur, j'ai moins d'estime pour lui que pour toi. C'est facile de donner leçons de morale quand on multiplie son salaire, non pas par 3, mais par 5, c'est ce qu'il a fait. Quand on part avec 20 millions d'euros, ce que tu n'as jamais eu dans ta vie, et donc je trouve que c'est simple et qu'en plus on dépose plainte dans des conditions qui sont objectivement contraires à l'intérêt de la société et de ses salariés. C'est ça je suis d'accord. Pour dire qu'il y a un homme qui s'est mal comporté. De là mettre tous les corps de l'État en cause, y compris l'inspection et les ingénieurs de mines, je ne le ferai pas, parce qu'il y a quelque chose qui me paraît important de dire dans ce moment entre nous. Il y avait l'autre jour une réunion à Paris avec un ensemble de jeunes chefs d'entreprise qui sont plutôt à l'exportation, et ils disent, et je suis d'accord avec eux, on a une chance dans ce pays, c'est qu'on a une administration intègre. Il n'existe pas tout à fait l'équivalent entre les autres pays. Reconnaissons qu'elle n'est pas si mal que ça. Voilà. Alors, Sarah, donc ce monde des golden parachutes de 20 millions d'euros, des inspecteurs des finances, des valises en Afrique, on est un peu abasourdi quand même. Est-ce que c'est un monde révolu? Est-ce qu'on va te débarrasser de ça par toutes ces nouvelles entreprises? Je ne sais pas si c'est un monde révolu. Je comprends que c'est un monde complexe et que chacun de vous, quand on dirige des sociétés à ce niveau-là, on a des niveaux de complexité à intégrer qui sont très importantes, et que la morale, on le voit, c'est une question compliquée, quoi. C'est une question de référentiel, c'est une question de pression extérieure, c'est une question de tas de choses. Ce que je vois, moi, c'est que j'ai beaucoup de chance d'être... à la tête de ma société, de pouvoir appliquer mes propres valeurs, appliquer ma vision du monde à mon environnement, et de créer mon empreinte à ma petite échelle. Et que quand je vois ça, je me dis « small is beautiful ». Merci, je voudrais remercier nos 3 intervenants. Merci à tous.